J'étais fait pour la soupe, la salade, peut-être un petit taboulet. Je ne suis pas un jouet. Je suis un déchet. Liberté! Pourquoi je dois être un jouet? Il faut que tu sois conscient de la chance que tu as d'appartenir à un enfant. Hein? Eh oui, Toy Story 4, nous y voilà. Oh Mais ça, on l'attendait pas vraiment, à vrai dire. Hein, Oui, même je dirais presque le contraire. on l'attendait pas du tout, c'est vrai. En plus, Toy Story, c'est toute une histoire. C'est le premier de Toy Story 1, donc de John Lasseter. Ouais, tout à C'est fait. le premier film d'animation entièrement en images de synthèse. C'est pas rien, ah ouais, non, c'était quelque chose à l'époque. Ouais, c'était pas rien. John Lasseter qui a pris la tête des studios Pixar. Hein. Ouais, c'est vrai. Ce qui est amusant, c'est que les 3 Toy Story, à chaque opus, Il y avait déjà une amélioration dans les enjeux et c'était un aboutissement en fait, le 3. C'est pour ça qu'on avait du mal à voir comment le 4 allait pouvoir rebondir. En voilà, fait, et derrière. surtout, on avait peur que le 4 ternisse l'aura du 3. C'est ça. Parce Et- qu'en fait, il clôturait tout l'arc. Oui, alors ça s'appelle la coulée verte ici. Or, le réalisateur n'est autre que Josh Cooley, ouais, nouveau venu un peu parce que c'est son premier long métrage, je crois vraiment en tant que réalisateur dans l'écurie, donc Pixar. Et donc il a cette lourde tâche-là, bien sûr, de succéder au 3. Et c'est vrai qu'il réussit à moitié, au tiers. Au tiers, non, au moitié, j'insiste. au 5e, au 20e. Au 20e, non, mais je Le trouve que- centième, c'est bien le centième. Je dirais quand même qu'il y a des qualités, mais que c'est l'ombre du 3 en fait est toujours là. Et donc du coup, on est quand même un peu mitigé à la sortie. Le 4 rompt cette gradation de mieux en mieux. Je n'aime pas trop l'idée de suite pour une suite. Le 3 en fait était une conclusion presque idéale. C'était une apogée, un climax. Le 4 pour moi, ça fait baisser le soufflet. Ah bah c'est pas du tout le 3, Même voilà. si c'est pas le 3, Pas une redite en tout cas. c'est pas du tout une redite, je suis d'accord, c'est déjà bien. Je n'attendais pas une redite du 3. Ouais. Mais par rapport, de manière qualitative, de manière Ouais. arc narratif, résolution d'arc narratif, je trouve que c'est un ajout superflu. Que finalement c'est très dispensable et qu'on gagnerait presque à ne pas le connaître, le 4. Mais avec quand même de gros moments d'émotion. Je trouve que le film arrive à trouver sa raison d'être quand même à la fin. Enfin, à la fin et par le biais d'un... Tout nouveau personnage. C'est ça. Fourchette. Eh oui. Ah, non, là c'est la cuillère, oui, c'est... Le commerçant m'a dupé. Ouais, ah, il t'a bien eu là, oui, c'est sûr. Oh là là. C'est à peu près dans ce goût-là, parce que c'est à la moitié fourchette, moitié cuillère. Il y a un petit côté hybride. Dans, voilà. D'accord, oui, bon. Disons que je suis pas entièrement cuit. C'est ça, non, toujours pas. Non. Mais ce qu'on peut dire, voilà, c'est que ce personnage-là, qui est un objet artisanal, c'est ça en fait. C'est pas un jouet confectionné dans les règles de l'art. C'est quelque chose fait de briques et de broc. Et cette idée de composite, c'est ça, de matériaux composites pour qu'ils naissent enfin. C'est très intéressant parce que d'un coup, ça remet en cause aussi l'existence des jouets en eux-mêmes. Ça la remet presque un peu trop en cause. Pourquoi il n'y a que Fourchette en termes d'objets non joués qui prend vie? Il y aurait tellement d'objets dans le monde qui pourraient prendre vie et pourtant, voilà, donc ça pose un problème aussi par rapport à la genèse du scénario, voilà la genèse de ce monde. Après, c'est pour... Qu'est-ce qui détermine qu'un jouet ou qu'un objet est propice à vivre, à avoir une conscience? C'est ça, mais je trouve que ça, il le nourrit quand même dans le film, cette problématique-là, elle trouve son répondant, et elle trouve son répondant aussi à travers Woody, qui a une très belle trajectoire dans ce film-là. C'est enfin l'accomplissement. Woody trouve vraiment une continuité dans son parcours qui est assez belle. Oui, même si moi j'ai comme tendance à penser que cette décision pour Woody trahit un peu ce que le 3 avait mis en place à la fin. Je sais pas, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que je reverrai pas le 3 tout à fait de la même manière et ce n'est pas un bien. D'accord. Non, alors moi ça va pas du tout entacher entre guillemets ma vision du 3. En tout cas pas pour Woody parce que encore une fois je trouve que c'est pas en contradiction avec ce qu'on avait pu voir de lui avant. C'est-à-dire que il y a une vraie prise de conscience là de sa part au début. C'est vrai que c'est le personnage qui à chaque opus évolue. C'est vraiment le jouet central. Ah c'est le héros. Il n'a jamais fini de changer lui. Non. Au bout d'un moment il faudrait quand même se mettre... À la fin du 4 je pense là, et je l'espère parce que si on a un 5 à un moment donné, je pense que là déjà que ça s'épuise un peu avec le 4, le 5 là à mon avis ça sera fini. Oh, tu sais ce qu'ils ont fait pour Star Wars. Ouais je sais malheureusement, on en voit encore les
les traces regrettables. Et puis on n'échappe pas à la modernisation, vu que ça se situe plusieurs années plus tard, donc on a affaire au portable, au GPS, etc. Ah oui, oui. Alors ça, en règle générale, je sais que c'est un tout petit détail, mais c'est quelque chose qui a tendance un peu à me lasser dans les films d'animation, cette permanente envie de se mettre à la page et d'en oublier le charme de la nostalgie, le charme du non daté. C'est ça, moi c'est plutôt le risque de trop ancrer dans une époque le film et que d'ici peut-être 15-20 ans, on sera passé déjà à autre chose, donc c'est un peu dommage. D'un autre côté, si on oublie carrément d'ici 15-20 ans Toy Story 4, ça ne me dérangera pas plus que ça. Tout de suite. Il a des qualités, mais pour moi il n'en a pas suffisamment pour mériter son rang. Pour moi ça reste un illégitime Toy Story 4. Ah oui, d'accord. Ça reste un intrus dans la franchise. Parce qu'il y a quand même cette idée d'héritage, parce que finalement, il va retrouver donc la bergère, qui était un des personnages, enfin en tout cas du premier principal, du premier. Voilà, et un peu du 2. Et un peu du 2. Alors limite, je sais que c'est assez personnel comme avis, mais je regrette presque que le 4 explique où elle est passée. Parce que j'aimais beaucoup le concept qu'entre le 2 et le 3, on la perd de vue, mais sans savoir où. Ça posait une espèce de mystère, ça posait aussi une différence de passage de temps très fort entre le 2 et le 3. Ouais. Entre le 2 et le 3, il y a vraiment une lourde différence. Et je trouve que l'absence inexpliquée de certains personnages, dont la bergère, justement offrait une sensation presque de nostalgie et d'inexplicables changements. Voilà, on sentait que quelque chose était fini. Ma cuillère a disparu. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement. Ah, il y en a une autre. Je te rejoins sur le fait que l'inexpliqué avait son charme et surtout avait quelque chose d'authentique, parce que c'est bien souvent comme ça que ça se passe, on ne sait pas ce que deviennent les gens, on les perd de vue. Alors même si je trouve ça plutôt intéressant, la scène prologue, on va dire, du film qui revient en flashback sur les adieux en fait, mais qu'on n'avait pas bien compris finalement dans les épisodes précédents. Tout simplement parce qu'on ne le voyait pas. Voilà, et là c'est vrai qu'on nous donne à montrer, donne à voir cette scène-là, un peu ellipsée, qu'on n'avait pas vu du coup. Et je trouve que ça recontextualise déjà le personnage dans ce 4e épisode, parce que sinon, elle serait sortie complètement de nulle part, parce qu'elle arrive assez tard dans le film quand même. Elle véritablement arrive au bout d'une heure de film, peut-être un peu plus tôt. Oui, et d'une façon qui m'a parfois un peu dérangé. Après, c'est une manière encore de faire évoluer le personnage, parce que c'est pas forcément la bonne évolution, je dis pas ça, mais de remettre la bergère telle qu'elle était, j'ai envie de dire, on en a voilà, c'est bon. Elle n'est pas tout à fait telle qu'elle était, parce que elle était déjà un peu femme d'action, pas comme ça. Après, elle a quand même son arc, je veux dire, elle n'est pas juste une sorte d'icône pour faire passer un message, je veux dire, elle existe quand même. C'est juste que... Oui, moi je suis pas d'accord pour dire, c'est pas un personnage dont je suis hyper attaché, c'est pas ça. Mais disons qu'elle va aussi influer sur le choix de Woody. Ce qui est intéressant, c'est que là, le film trouve vraiment son ancrage, son originalité dans ce décor-là aussi. Et notamment dans une boutique d'antiquité que je trouve presque la grande idée de décor du film. Shining, on a droit à un moment donné à une petite référence musicale. Donc on sent déjà quel rôle va avoir à jouer ce commerce d'antiquité. Parce qu'il faut le dire quand même, ça se passe dans un parc d'attractions. C'est ça qui est... Oui, parce que par exemple, voilà. C'était pas pour rien ce choix de décor quand même. Non, d'une moustache de cuillère, c'était donc pour ça. C'était donc pour ça. Et oui, donc, et tu as raison, on reste quand même principalement dans ce magasin. C'est vrai que c'est très bien senti ça. Moi, c'est vraiment là où j'ai trouvé peut-être les meilleures scènes du film aussi. Surtout là, tu sens vraiment un décor. C'est à partir de là que pointe une certaine personnalité dans le décor. C'est vrai. Et en plus, c'est là où surgit notamment donc un personnage qui fait son entrée à ce moment-là, qui est le personnage de la méchante, on va dire. Ah, la grande ratée. C'est quand même assez intéressant comment elle évolue elle, parce que... Oui, mais c'est d'autant plus frustrant, d'autant plus énervant de voir qu'ils l'ont quand même raté. Je trouvais que cette méchante avait un potentiel immensément, inimaginablement et violemment puissant. Ah dis donc, rien que ça, quand même. Et là pour le coup, ce qui est inimaginablement, violemment puissant, ce n'est pas son potentiel, c'est son ratage. Parce que, voilà, j'adore
voilà, je trouve que les scénaristes n'ont pas su la placer. Elle est entre deux eaux, entre deux pierres, entre deux manèges, entre deux pieuvres. Ah oui, c'est vrai. C'est- Un peu dispersé, les tentacules, oui. Voilà, c'est elle. Justement, c'est une méchante qui devait être tentaculaire. Imagine en plus les hommes de main qu'elle a, ces espèces de marionnettes de ventriloques qui Ouais. font peur rien qu'elle-même. Et finalement, t'as presque l'impression qu'à la fin du film, c'est les derniers méchants qui restent. Oui. Il ne reste plus que les faire valoir et ça, ils ont plus de patron, ils ont perdu leur. Enfin, Mais parce qu'elle évolue. Alors elle évolue un peu mais rapidement. elle évolue Ouais. rapidement et surtout son évolution est un peu biaisée, un peu passée à la trappe, tout simplement parce qu'elle n'a pas suffisamment de latitude d'évolution. Ouais. Elle commence déjà un peu trop gentille. Alors moi je trouve que la dernière scène qui la concerne est quand même émouvante et arrive comme une sorte d'accomplissement pour elle quand même. Je trouve que c'est assez ingénieusement fait. Même si en fait je te suis sur l'idée que finalement on n'a pas le temps de voir le point de bascule réel du personnage. Et puis vraiment qu'on ait le temps de la savourer en tant que méchante. En fait, j'ai l'impression qu'elle veut plus davantage se donner une contenance, comme si elle ne pouvait, pour être entendue et avoir de l'importance, qu'essayer d'être un tant soit peu méchante. Et en fait, elle l'est Voilà. pas depuis le début, je pense. Hein. Mais justement la faire passer par l'espèce de remise en question. Elle n'a pas suffisamment de quoi briller aussi en tant que Elle n'a personnage. pas d'aura. Rien que le fait que ce soit une poupée dans l'esthétique, ça jouerait d'autant plus avec le contraste, comme d'ailleurs le méchant du précédent. Parce que je trouve que c'est assez génial comme idée. Il lui manque la voix. Dans ce monde, pour se faire aimer, il faut avoir une belle voix. Il y aurait presque un discours social, un discours autour justement de la voix et de l'incomplétude. Voilà, et que quelque part, c'est la voix qui va donner son billet de sortie, son billet d'amour. Ouais. C'est assez intéressant, mais voilà, c'est trop en surface. C'est trop en surface, c'est vrai. Voilà, et bon, si vraiment on veut grappiller plus, il va falloir s'enfoncer dans les ténèbres. Oui, un peu plus loin, Mais bon, c'est à nos risques et périls. c'est vrai. Alors allons-y. Voilà, et oui, donc voici un peu plus loin du coup dans le parcours. Ma cuillère, elle est encore partie. Alors, qu'est-ce qu'on Bon, fait alors? heureusement, j'en ai encore une. Il y en a toujours une quelque part, c'est bien. Comme Ah, ça. mais tu sais, moi je fais très attention à ne jamais égarer mon matériel, enfin, à ne jamais tomber à court de matériel. C'est plutôt ça. Je vais arrêter d'être aussi agressif envers le film parce que bon, quand même, je me suis un peu habillé dans ses couleurs. Oui, quand même, c'est assez joyeux, alors comment Voilà, on va pas non plus... Ne te fais-je pas penser à Woody? Un petit peu, avec de l'imagination, hein, mais... Ah, bah le cinéma, tu sais de quelle affaire il s'agit. C'est vrai. c'est de ça. D'imagination. L'imagination. Bon, alors on va relativiser, hein. En fait, Toy Story 4, c'est pas si terrible. Tu trouves le moyen quand même de dire, de passer le mot terrible. Oui, alors il est pas si terrible et il est pas terrible. Disons qu'à un cyprès, Il y a un cyprès quelque part, peut-être là, ouais. je voyais pas du tout les cyprès comme ça. Moi non plus, c'est plutôt un sympa, c'est vrai. Mais bon. Non, mais tout ça pour dire que, oui, voilà, moi je trouve que là aussi, ce qu'il faudrait évoquer, c'est le photoréalisme du film. Hein. Le photoréalisme est absolument dantesque, hein, moi je Même trouve. si moi, ça commence peut-être à me déranger, parce que ce que j'aimais bien dans les dessins animés, c'était le côté caricature, le côté qu'on n'était pas encore dans du photoréalisme. Ouais, Mais bon, après, ça c'est très personnel. Oui, ça passait. C'est très beau, le décor est très beau, on reconnaît bien l'idée enfantin, la maison d'Hansel et Gretel. C'est vrai, on y est. Bref, on a vraiment la sensation d'être à Noël, alors que bon, le film est sorti en juillet. Hein. Complètement, oui. Heureusement que nous sommes à l'heure, C'est ça. dans les temps. Tout à fait, n'est-ce pas? Oui, c'est pas tout à fait la même période dans le film. Hein. Ah bah ça reste le monde de l'enfance, hein. Ça reste le monde de l'enfance. Donc on est quand même bon, ça va. Voilà. Et dans le côté enfantin, alors il y a du pour et du contre, mais il y a des notes d'humour aussi qui sont pas. Alors tu vas dire que je suis têtu, mais là aussi, question humour, même s'il y a pas mal de bonnes trouvailles, il y a quand même l'ajout de deux personnages qui moi m'ont un peu énervé. Oui, les espèces de peluches voyous là. Voilà, donc bon, c'est vrai que ça c'est le mauvais côté de l'humour, mais à côté de ça on a Duke Kaboom aussi qui est très russe. Alors qui lui aussi fait aussi écho à ce qu'aurait pu vivre Woody précédemment, tu sais, perdre son maître. Complètement, il y a de ça, et c'est comment ils vont réussir quand même à dépasser ça. Et... Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que cette société secrète des jouets sans maître, tu sais, un peu les insoumis, Ouais, bah, c'est un rajout qui moi me déplaît plutôt. Parce que voilà, je trouvais le sacerdoce du jouet très fort, très beau justement. Son rôle c'était de faire vivre un enfant et que ça se passait de génération en génération.
Enfin voilà, même si bon là le rôle de Woody sera justement de trouver à chaque jouet son propriétaire le plus méritant, voilà. Oui, quelque part, celui- mais c'est une autre beauté, c'est-à-dire que cette évolution de Woody, qui est finalement de servir maintenant les autres jeux, enfin les autres jouets, De faire d'aider à l'intermédiaire. trouver, voilà, faire l'intermédiaire, trouver aussi leur propriétaire. Parce qu'on a aussi des jouets qui sont désœuvrés dans cette histoire. On a des jouets qui n'arrivent pas à avoir de propriétaire. Hein. Et finalement, il se rend compte que. Bah, c'est le chaque cas de la jouet- méchante. Hein. Voilà, oui, c'est le cas de la méchante. Et c'est pour ça que la scène finale qui la concerne est assez réussie, moi je trouve, à ce niveau-là. Mais voilà, et donc c'est une autre forme de beauté, un héritage encore une fois. Voilà. Alors surtout que l'héritage, on sent qu'il est là surtout pour permettre à Fourchette. 7. Ah bah elle est où alors? Ah mais c'est pas vrai ça. Ah la voilà. Bon, je reprends donc à Fourchette d'avoir apparemment sa propre série dérivée. Parce qu'il paraîtrait que c'est aussi en grande partie pour ça que le 4 a été tourné, pour nous poser un nouveau personnage principal. Parce que bon, on avait déjà eu des Toy Story alternatifs. Mais bon, cela, moi je trouve qu'il se tient. Alors voilà, après on restera avec le 3 hein, surtout, hein, c'est sûr en tête. Et Hein. oui, et surtout, je pense qu'il faudrait qu'on reste avec le 3 et qu'on ne soit pas tenté de se laisser bercer par ce 4 qui ne mérite pas d'être un 4. Un 2,5 à la rigueur, mais À la bon. rigueur, oui quand même. Disons que c'est un 4 qui tombe un peu à l'eau. Un peu à l'eau, hein. Ah bah ça tombe bien, on y est. Ah mais tiens, en plus la grande roue au fond. On est Et vraiment... ça, c'est la roue de la fortune. Un coup, t'as un Toy Story génial. Un coup, t'as un Toy Story... pas trop mal, on va dire. Hein.